Salut tout le monde, c'est Monsieur Matos. Oh, il est encore vivant lui. Alors je suis ravi de vous retrouver après cette très longue absence, je m'en excuse. Ouais, genre comme s'il nous avait habitués à sortir une vidéo tous les mois, tu sais. J'ai vraiment pas eu le temps de tourner quoi que ce soit ces derniers temps, donc voilà, je suis désolé. Mais arrête avec tes fausses excuses là. Ils finissent par le savoir qu'il faut attendre 15 ans entre deux vidéos. Mais bon, c'est la reprise, et une sacrée reprise parce qu'on va aborder un gros sujet là. Bah alors là où ça tombe très bien, c'est que je suis passé à la pharmacie ce matin, j'ai fait le plein. On va parler des deuxièmes couches. Alors la deuxième couche en textile de randonnée ou d'alpinisme, c'est celle qui va entre la première et la troisième. C'était de l'humour ça? Je crois qu'il faut qu'il arrête d'essayer de faire des vannes. Et si vous savez pas de quoi il s'agit, je vous encourage à aller voir la toute première vidéo de la chaîne. Tu parles de celle où on a l'impression que c'est tourné en Super 8? Qui s'appelait Comment s'habiller en randonnée, en alpinisme et en voyage léger. Moi je l'aime bien celle-là, il y a un petit côté vacances des années 80 tourné au caméscope. Où je vous expliquais comment s'habiller en haut du corps avec 4 couches, et où je vous expliquais aussi pourquoi le système 3 couches dont on nous rabat les oreilles depuis des décennies est absolument bidon, sauf cas particulier dont on va parler dans cette vidéo. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en randonnée ou en alpinisme ou en voyage en général, on va souvent porter une première couche, donc en synthétique ou en mérinos. Là par exemple, moi c'est un 150 de chez Icebreaker que personnellement j'adore. Oui, alors je veux bien que tu l'adores, mais quand on voit la gueule qu'il a aux épaules, va peut-être falloir songer à le changer. En 100% laine, c'est pas parce que c'est de la laine que c'est chaud, on est vraiment sur un truc d'été, parce que en hiver, je le change pour un 260. Ça marche vachement bien son truc là. Donc toujours chez Icebreaker, moi je suis ultra fan de ce truc là. Il est de toutes mes aventures hivernales. Ouais bah vu la gueule qu'il a, ça se voit. Tout ça c'est le rôle de la première couche qu'on va choisir en fonction de la saisonnalité. Mais là pour la démonstration, je vais passer en mode été. Donc ça je le disais, c'est la première couche par-dessus laquelle on va porter la deuxième couche qui va être l'objet de cette vidéo, et donc qu'on va porter toutes les fois où la première couche seule n'est pas suffisante en mouvement, ou s'il fait trop froid, s'il y a du vent, s'il pleut, s'il neige, on peut porter une troisième couche, c'est-à-dire une veste de protection qu'on appelle bien souvent un hard shell, qui va donc nous protéger du vent, de la pluie, de la neige. Juste une petite parenthèse parce que très souvent les gens me demandent « Ah, c'est quoi ce vêtement que tu portes à tel moment de la vidéo ?» Ça c'est une veste que vous m'avez encore jamais vu porter sur la chaîne. C'est le modèle Storm 10 de chez Patagonia que j'ai pris pour remplacer ma Agloff Lim Comp, qui était vraiment au bout de sa vie. Et d'ailleurs je remercie le magasin Water Mountain, qui est le Patagonia Shop de Montpellier, que vous pouvez aller voir de ma part d'ailleurs, qui m'a aidé pour l'achat de cette veste. Du coup celle-là je l'utilise au quotidien, en randonnée, voire même en alpinisme festival, quand les conditions sont suffisamment bonnes pour ne pas nécessiter l'emploi de la grosse armure. Voilà, fin de la parenthèse. Et pour toutes les phases statiques où on va avoir besoin d'un apport thermique bien plus important, eh bien généralement on va porter une doudoune qui va constituer une quatrième couche. Et c'est pour ça que je dis que le système 3 couches ne fonctionne pas, parce que ce système prétend que votre deuxième couche peut servir à la fois en mouvement et en statique. Or, une couche qui est assez légère, assez respirante pour fonctionner en mouvement et dans un même environnement assez chaude pour le statique, ça n'existe pas. Et si je vous raconte ça maintenant, c'est pour vous expliquer que de toute façon, en phase statique, vous porterez une doudoune, ou en tout cas quelque chose de vraiment chaud. Je dis une doudoune parce que la doudoune est de loin la meilleure option, parce que c'est le meilleur ratio poids-volume-chaleur, et que de fait, la deuxième couche, dont on va parler là, vous devez la calibrer par rapport au mouvement. Évitez d'avoir quelque chose de trop chaud que vous ne pourrez pas supporter en dynamique. La deuxième couche, je dis souvent que c'est la couche la plus difficile à choisir, parce qu'elle dépend de vous, de l'environnement dans lequel vous évoluez bien sûr, mais surtout et avant tout de votre régulation thermique. Et votre métabolisme n'est pas le mien. Donc nous n'aurons pas, à conditions équivalentes, besoin de la même couche. Et c'est pour ça qu'il faut avant tout, pour choisir cette deuxième couche, se connaître. Connaître votre métabolisme. Savoir si par exemple, quand vous marchez en groupe, les autres sont plus ou moins habillés que vous. Si tout le monde marche en doudoune et que vous êtes en t-shirt, c'est généralement que vous êtes quelqu'un qui chauffait rapidement. Donc ça, il faut le prendre en compte dans le choix de votre deuxième couche. Pour cette deuxième couche, vous allez avoir le choix entre plein d'options différentes que je vais, pour des raisons de compréhension, catégoriser en 5 grandes familles de deuxième couche. Oh, ça va être long.
Et si vous êtes sage, je rajouterai peut-être même une 6e option. Un ou deux alter ego, 2 ou 3, c'est des quoi? Ces familles, ce sont des catégories de deuxième couche qui vont offrir des qualités techniques très différentes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et alors je m'excuse d'avance parce que, comme je l'ai dit, le choix de la deuxième couche, c'est un sujet très complexe et du coup, forcément, cette vidéo ne va pas être évidente. Je vais pas vous dire achetez ci ou achetez ça. Le but de mes vidéos, vous le savez, c'est que vous compreniez parfaitement les étiquettes, que vous sachiez parfaitement ce que vous êtes en train de choisir ou d'acheter pour vraiment pouvoir analyser par vous-même la pertinence d'un produit. Du coup, oui, cette vidéo va être complexe. Si malgré tout vous avez besoin d'aide, vous savez que c'est toujours possible de prendre rendez-vous avec moi via mon site www.monsieurmatos.com pour qu'on fasse une visio et que on voit ensemble quelle est vraiment la deuxième couche qui serait la plus pertinente pour vous. C'est valable pour les deuxièmes couches, c'est valable pour tout le reste de votre matos. Mais en tout cas, voilà, le but de mes vidéos, c'est que vous compreniez tout. Donc effectivement, dans cette vidéo, je ne vais rien vous cacher et on va essayer d'aller un peu au fond du sujet. Donc choisir sa deuxième couche parmi les 5 grandes catégories, c'est parti, générique. Donc avant de commencer, j'aimerais revenir sur cette notion de mouvement dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, cette deuxième couche va vous servir pour toutes les fois où il fait trop froid pour être en t-shirt. Ce qui est bien, c'est que quand il dit ça, il n'a pas trop l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, hein. Et donc le piège, si vous choisissez une deuxième couche trop chaude, eh bien c'est de vous retrouver à avoir trop chaud avec votre deuxième couche, mais pas assez sans. Du coup, il faut que cette deuxième couche soit suffisamment chaude pour avoir un réel intérêt pour vous, mais pas trop, de façon à ce que vous puissiez réellement la supporter en mouvement. La deuxième chose, c'est que lorsque je parle de mouvement, je parle dans une pratique sportive, c'est-à-dire soit en alpinisme dans un effort régulier, soit en randonnée dans ce même effort régulier, mais ça veut dire que vous avez un vrai sac à dos, vous êtes vraiment dans une notion d'effort. Si vous sortez pour promener le chien, c'est pas ce que j'appelle du mouvement ou du dynamique. Oui, alors encore que ça dépend des chiens. Si vous faites une petite balade en raquette avec un petit sac à dos de 10 litres, vous allez chauffer beaucoup moins et donc ça, il faudra le prendre en compte. Donc lorsque je dis attention à ne pas chauffer en mouvement, c'est par rapport à votre activité, par rapport à la dimension de votre sac aussi, parce qu'un sac à dos, ça tient chaud, et que plus ce sac est lourd, plus il va tenir chaud. Ouais, enfin c'est surtout que plus il est lourd, plus on en chie, quoi. Et aussi, pour les usages les plus techniques, de faire la différence, par exemple en alpinisme, entre une course facile ou même du couloir, où on va être dans un dynamisme constant, il fait vachement bien le dynamisme constant, hein, et une voie beaucoup plus technique, où on va s'arrêter pour assurer le ou la collègue et ainsi alterner phase de statique et phase de mouvement. Dans ce cadre-là, on va chauffer beaucoup moins que dans un effort régulier. Il aime bien ça. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans le choix de sa deuxième couche. Donc on va commencer par la première catégorie de deuxième couche, celle qui est finalement la plus connue, à savoir les polaires. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail des polaires, pas plus que dans les autres catégories d'ailleurs, hein, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour ça, vous avez des vidéos spécifiques, par exemple j'ai fait une vidéo assez complète sur les polaires où je vous explique tout concernant les polaires, donc je vous encourage à aller la voir. Donc le principe de la polaire, c'est que c'est relativement léger, assez respirant, chaud, plus ou moins selon les modèles que vous allez choisir, plus ou moins respirant aussi selon les modèles que vous allez choisir, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un vêtement, quel qu'il soit, même s'il est très respirant, s'il est chaud, il va arriver un moment où vous allez saturer. Et très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Je suis quelqu'un qui chauffe beaucoup, je pensais prendre cette polaire, qu'est-ce que tu en penses ?» Sauf qu'à mon sens, si vraiment vous chauffez beaucoup, prendre une polaire n'a aucun sens. Là sur moi je porte le modèle Power Stretch Pro de chez Rab que j'ai pris pour remplacer ma Millet que j'adorais. Je suis ultra fan de cette matière, je trouve ça hyper douillet, je la porte au quotidien et tout ça. J'adore. Mais dites-vous que moi, qui suis quelqu'un qui chauffe beaucoup, ça fait 15 ans que j'ai pas mis une polaire dans mon sac à dos. Si vous chauffez beaucoup, à quoi bon prendre une polaire? Même si elle est très respirante, vous allez saturer. Je ne dis pas que les polaires ne servent à rien,
mais je dis que pour des gens qui chauffent très rapidement, je vois vraiment pas l'intérêt. Les rares fois où je vais porter ça en montagne, eh bien ça va être par exemple en cascade de glace, où là je vais la porter sous ma veste de protection, parce qu'en cascade de glace, généralement, on est dans un environnement froid, bah oui quand même oui, et que on va alterner phase statique, pour assurer, et phase dynamique, pour grimper. Et dans ce cadre-là, effectivement, on va chauffer beaucoup moins que dans un effort régulier. Tiens, il nous en remet un petit coup là. Une des rares fois où j'ai pris ça pour de la marche régulière, eh bien ça a été en hiver en Laponie, par exemple. Mais d'une manière générale, quand je pars en hiver dans les Alpes, je sais très bien que si je pars avec ce truc-là, il va y avoir plein de moments où avec, j'aurai trop chaud, mais sans, eh bien, j'aurais pas assez chaud. A l'inverse, ma compagne de cordée qui a exactement cette même polaire, elle est capable de la supporter beaucoup plus facilement que moi, dans des situations où moi j'aurais eu trop chaud depuis très longtemps. Du coup, je vous encourage à aller voir cette fameuse vidéo sur les polaires, comme ça vous saurez tout, vous serez incollable. Et là, on va passer à la deuxième catégorie. Oui, parce que l'air de rien, faut qu'on avance quand même. À savoir, les softshell. Donc certains d'entre vous le savent déjà, moi le softshell, en tout cas ce softshell là, c'est la deuxième couche qui me correspond, ça veut pas dire que c'est ce qui vous correspondra à vous, hein, mais moi je suis ultra fan de ce truc, ça fait 15 ans que c'est ma deuxième couche, que je l'utilise en escalade, en randonnée, en voyage, en alpinisme, en toute saison, puisque eh bien j'adapte la couche en dessous, hein, je vous disais au tout début que en été je vais prendre un léger 150 à manche courte et puis en hiver je vais avoir un 260 manche longue plus chaud, et du coup ce truc là qui n'est pas chaud, hein, qui n'a pas de couche isolation à l'intérieur, et bien ça c'est ma deuxième couche tout au long de l'année. Donc là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail des softshells puisque j'ai fait 2 vidéos complètes sur le sujet. Je vous invite à aller les voir et je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Mais en gros, pour résumer, le principe d'un softshell c'est quoi? C'est que déjà ça va couper le vent. Partiellement pour certains, ce qui va être le cas de celui-là qui va couper aux alentours de 90% du vent, hein, et d'autres vont couper 100% du vent. Et puis vous en avez certains qui vont pas être chauds du tout, comme celui-là, ou d'autres qui vont avoir par exemple de la polaire à l'intérieur et donc une isolation plus ou moins importante. Quel est l'intérêt d'avoir un effet coupe-vent puisque de toute façon on a une veste coupe-vent dans son sac à dos? Eh bien l'avantage c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à porter et surtout de beaucoup plus respirant. Et c'est ce qui me permet, ça, eh bien de marcher de manière assez continuelle, assez continue, en bénéficiant quand même d'un effet coupe-vent et d'avoir une couche que je vais pouvoir supporter, alors que à condition équivalente, mon hardshell, ma veste imperméable, eh bien je ne l'aurais pas supporté parce qu'elle est forcément beaucoup moins respirante. Puis si le vent est vraiment trop fort, eh bien je vais mettre mon hardshell par-dessus, et là, même s'il fait froid, en mouvement, il est rare que je me caille. Et l'autre chose aussi, c'est que ce softshell en particulier, donc qui s'appelait Apex Zeitgeist il y a 15 ans, qui ne se fait plus depuis longtemps et dont on peut retrouver un matériau similaire aujourd'hui avec le modèle Nimble de chez The North Face, et bien ce modèle a un tissu tout à fait particulier. Oh non, il va repartir dans sa névrose du polyester. C'est-à-dire qu'il est fait en base de polyester. Qu'est-ce que je disais ? Alors que la plupart des autres sont faits en nylon, et que le nylon a un toucher froid sur la peau, ce qui n'est pas le cas du polyester. Et du coup, lorsque je la porte sous une veste, eh bien ça me fait finalement un peu comme si j'avais une polaire, mais très fine. Malgré tout, cela fait un apport thermique en plus, alors que le nylon va plutôt avoir tendance à vous rafraîchir. C'est quand même un peu con d'avoir un vêtement en plus pour avoir de la chaleur en moins. L'autre principe avec un softshell, c'est que c'est un matériau assez robuste, donc qui supporte assez bien le frottement. C'est un matériau qu'on va privilégier beaucoup en escalade par exemple, où on va rarement se retrouver à grimper sous la pluie, mais qu'on va avoir besoin. La vache, c'est pas Chateaubriand aujourd'hui, hein. D'un effet coupe-vent et surtout de quelque chose avec lequel on va pouvoir se frotter aux cailloux sans trop de difficultés. Encore une fois, je rentre pas dans les détails, juste par plaisir. Je vais juste vous montrer un petit truc. Ça, je résiste pas à l'envie de vous le montrer. C'est un prototype que je me suis fait faire il y a quelques jours. Oui, enfin, il y a quelques jours. Ça fait des mois que ça traîne, cette affaire. À partir justement du modèle Nimble de North Face. Le mec, il est tellement chiant qu'il lui faut du sur-mesure maintenant. Ce proto, c'est surtout une excuse pour moi pour vous parler d'une chose, c'est que quand vous allez choisir votre deuxième couche, eh bien vous aurez le choix entre un zip complet ou, comme ici,
un demi-zip. Alors ça, c'est des préférences toutes personnelles. À titre perso, je préfère largement un demi-zip que je trouve moins contraignant. En fait, quand vous portez une veste, quand vous rentrez dans une maison, la veste, vous l'enlevez, alors qu'un pull, vous le gardez sur vous. Et bien en fait, là, c'est pareil. Quand vous avez un demi-zip, vous le subissez beaucoup moins, vous sentez beaucoup moins le vêtement sur vous. Et puis aussi, ça vous fait du zip en moins, vu que le zip n'est pas prolongé, et que bien souvent, sur une veste, vous allez aussi avoir des poches repose-mains qui, elles aussi, vont avoir des zips. Bref, du coup, un demi-zip est souvent plus léger. Et puis de toute façon, avec un sac à dos ou un baudrier, et bien vos poches, comme la fin du zip, vous n'y aurez pas accès. Dans tous les cas, ça c'est un choix très personnel et à chacun de décider. Je voulais profiter de cette vidéo où je vous reparle un peu des softshells pour vous dire une chose, c'est que depuis que j'ai tourné mes 2 vidéos sur ce sujet, eh bien évidemment que les gammes des marques ont évolué et que certains modèles ont disparu. Et régulièrement, j'ai des gens qui me contactent, surtout des femmes, pour me dire que elles n'arrivent pas à trouver le modèle Kalymnos dont je parle dans cette vidéo. Ça, c'est le softshell de ma chérie. Donc c'est un modèle par rapport au mien qui est un peu plus coupe-vent et surtout très légèrement isolé, en fait, avec un peu de polaire à l'intérieur. Et souvent ça, les femmes, elles préfèrent par rapport à un modèle pas isolé du tout. Ce modèle Kalymnos a été arrêté par Montura. Montura, la diction. Pareil avec le modèle X-Mira qui est sa version un peu plus technique, c'est-à-dire avec une poche Napoléon supplémentaire et des poches rehaussées pour passer au-dessus du baudrier. Donc les modèles Kalymnos et X-Mira ont été arrêtés et les gens se retrouvent un peu le bec dans l'eau à ne pas pouvoir trouver d'équivalent. Or, j'ai enfin trouvé un équivalent. Ça, c'est la R1 Cross Strata de chez Patagonia. Alors, on est sur une veste qui va être plus légère que la Kalymnos, plus souple aussi, le tissu est super agréable. Toujours pareil, de la légère polaire à l'intérieur. Ça coupe partiellement le vent, pas totalement, mais ce qui lui permet aussi d'être beaucoup plus respirant. Donc ça, c'est un produit que je trouve vraiment génial. C'est un produit plus orienté rando que alpinisme, dans la mesure où les poches ne sont pas rehaussées, que la capuche n'est pas faite pour passer par-dessus le casque, mais c'était pas le cas non plus de la X-Mira. Et il a eu un rototo là. Et si, je te jure, il a eu un rototo. Qui était vraiment plus pensé pour que la capuche vienne sous le casque. C'est malheureusement souvent le cas avec les softshells, même si je trouve beaucoup plus intelligent de pouvoir mettre la capuche par-dessus le casque. Mais quel emmerdeur! Et un détail important à propos de ce modèle, c'est que pour le moment, il n'existe que dans une version femme. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler, je trouve ça vraiment super. R1 Cross Strata. Cross Strata avec 3 S. C'est pas court, hein. Les softshells, les gens ont parfois tendance à considérer que c'est un choix entre softshell ou hardshell. En fait, lorsqu'on a ce type de produit, eh bien en fait les deux produits sont tout à fait complémentaires puisque finalement moi j'utilise mon softshell comme d'autres utiliseraient une polaire et donc du coup ce n'est pas du tout un non-sens que d'avoir à la fois un softshell et un hardshell dans son sac. Et on va maintenant passer à la troisième catégorie de deuxième couche, à savoir la laine Mérinos. Ah mais c'était sa première couche de tout à l'heure, hein. Exactement. En hiver, c'est ma première couche, mais ce même type de première couche peut tout à fait faire office de deuxième couche par-dessus un t-shirt plus léger. Je vous ai dit que là, il s'agissait d'un grammage 260, on pourrait même envisager d'utiliser un peu plus épais, par exemple du 320. Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser la Mérinos en deuxième couche? Eh bien, l'avantage principal, il est évident, c'est que le gros atout de la Mérinos, c'est de ne pas sentir. Et c'est ce qui fait que, pour du voyage au long cours, par rapport à un softshell ou à une polaire, eh bien, votre deuxième couche va beaucoup moins sentir si vous transpirez dedans comme un goret. Bien entendu, en contrepartie, ça ne coupera pas le vent, mais une polaire non plus. L'inconvénient qu'on peut lui trouver, eh bien là encore, c'est très personnel, c'est que moi qui ne supporte pas les polaires par exemple parce que je trouve ça trop chaud pour du mouvement, et ben j'aurai exactement le même problème avec une Mérinos. L'autre chose aussi, c'est que à chaleur équivalente, et bien une Mérinos va être plus dense et donc plus lourde qu'une polaire. Or une deuxième couche, vous n'allez pas la porter en permanence sur vous, vous allez parfois l'avoir dans le sac à dos et donc forcément un produit plus lourd sera dommageable. Petite parenthèse sur des produits en Mérinos un peu particuliers, à savoir la marque Woolpower, ce que avant on appelait des hulles frottées, qui équipe entre autres l'armée française et qui est particulièrement utilisée dans les pays nordiques. Là, on est sur de la Mérinos travaillée en bouclette, ce qui donne un apport thermique complètement différent. On est très loin d'un 100% Mérinos, on va se situer aux alentours de 60-40 dans le pourcentage. En fait, on va avoir un extérieur en synthétique et à l'intérieur de la bouclette en laine qui va créer une couche d'air
entre le vêtement et vous, et c'est cet air qui va vous isoler. La conséquence de ça, c'est que là par exemple sur moi j'ai un 200 et que ce 200 là, qui peut aussi être utilisé à même la peau en première couche, va être beaucoup plus chaud qu'un 260 classique chez Icebreaker ou Smartwool par exemple. Donc ce ne sont pas des mauvais produits, loin de là, mais attention parce que à grammage équivalent, ils vont être beaucoup plus chauds et donc potentiellement trop chaud. Moi je sais que mes Wool Power je les adore dans la vie de tous les jours, mais par contre je ne vais jamais les utiliser en montagne parce que je les trouve trop chauds, je sature trop rapidement avec, que ce soit le 200 ou le 400 qui lui est réellement prévu pour n'être utilisé que en deuxième couche et qui va avoir un apport thermique qui va se rapprocher d'une très grosse polaire par exemple. Alors on va maintenant aborder la 4e grande famille de deuxième couche. Allez, dépêche-toi parce qu'ils s'endorment. Qui est sans doute la moins connue parce que la plus récente, c'est-à-dire les couches d'isolation active. Oh et encore une merde de plus. Ce que je vais avoir tendance à appeler des doudounes de mouvement. Doudounes de mouvement, on nage en plein délire là. Donc là vous constatez qu'on est sur quelque chose qui au niveau du look se rapproche davantage de la doudoune et pourtant en termes de caractéristiques techniques c'est très différent. Là sur moi je porte le modèle Nano Air de chez Patagonia qui est un des premiers modèles à avoir vu le jour dans cette catégorie et dont je vais me servir pour illustrer mon propos. Une doudoune de mouvement ce n'est pas une doudoune synthétique classique. Par exemple chez Patagonia il va falloir séparer les Downsweater et Fitzroy qui sont des doudounes en plume, les Nano Puff, Micro Puff, Das Light et Das Parka qui sont des doudounes en synthétique qui par rapport à la plume vont résister à l'humidité et vont supporter davantage le poids d'un sac à dos, et toute la gamme Nano Air qui elle va couper beaucoup moins le vent, va être beaucoup moins bonne en ratio poids volume chaleur mais qui va avoir l'avantage d'être plus respirante. Alors qu'il est évident que on ne va pas s'amuser à marcher avec ça en plein été. On va être sur un produit beaucoup plus hivernal. Mais dans cette même catégorie, on va le voir, on peut aussi trouver des produits plus fins, mieux adaptés à la mi-saison, voire à l'été en montagne. L'avantage de cette catégorie de produits, les isolations actives, eh bien c'est qu'elles offrent en réalité le meilleur ratio chaleur respirabilité, mieux encore que le ferait une polaire. Alors bien entendu, on n'a pas le côté doudou de la polaire qui nous ferait la garder en intérieur par exemple, mais il n'empêche que sur le terrain, en actif dans des conditions froides ou pour quelqu'un qui ne chauffe pas trop rapidement, eh bien c'est génial. Ce modèle-là, par exemple, il y a le compagnon de cordée de mon frère qui l'utilise en escalade hivernale. Alors mon frère qui est plutôt comme moi, c'est-à-dire qu'il chauffe assez vite en mouvement, lui, ça le dépasse qu'on puisse porter ce genre de truc en mouvement. Mais en réalité, vu que l'air passe relativement dans un sens comme dans l'autre, eh bien on est sur un produit très respirant et donc quelqu'un qui ne chaufferait pas trop pourrait tout à fait l'utiliser en mouvement. Alors attention, parce que là je parlais d'un usage en escalade, on est sur un produit qui n'aura tout de même pas la résistance d'un softshell. Ça reste un tissu équivalent à de la doudoune. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser en escalade, mais dans cette pratique-là, c'est évident que le vêtement va s'user davantage. Là je vous montre le modèle de chez Patagonia, mais il est évident que l'on trouvera des équivalents chez toutes les marques. Par exemple, chez Arc'teryx avec le modèle Proton qui vient remplacer l'ancien modèle Proton LT. Oui, alors ça c'est la dernière lubie d'Arc'teryx, d'enlever les lettres derrière les noms de ces modèles, soi-disant parce que les gens étaient perdus, sauf que maintenant on est encore plus paumé. Pour exemple, la Proton LT est devenue la Proton FL est devenue la Proton Lightwave. Alors effectivement on est encore plus paumé. Et on dit merci les marketeurs. Bon alors peu importe comment elle s'appelle, ce qui compte c'est l'intérêt du produit. Un produit comme ça, il est évident que quelqu'un comme moi qui chauffe très rapidement ne pourra pas le supporter en mouvement, même en plein hiver. Par contre, dans un usage technique dont je parlais tout à l'heure, où on alterne moment statique à l'assurage et phase dynamique, par exemple en cascade de glace, eh ben je trouve que c'est le pied. Bon déjà, au-delà de la coupe que je trouve géniale, mais en fait, on a une liberté de mouvement de dingue, un effet coupe-vent qui d'ailleurs pour le peu que j'ai testé est supérieur à la Patagonia, même si la Patagonia semble du coup plus respirante. Donc je disais un effet coupe-vent, une déperlance, on n'est pas sur de l'imperméabilité, ce qui fait qu'en cascade de glace, on pourrait très bien n'utiliser que ça, au lieu d'avoir une polaire et un hardshell qui vont être plus contraignants, plus cartonnés. Et tout à l'heure, j'ai évoqué la version Proton Lightwave, et bien ça, pour le coup, c'est une version plus allégée, donc l'ancienne version FL, qui à mon sens déjà va répondre à un prisme d'utilisation plus large,
même pour des gens qui chauffent rapidement, c'est-à-dire que éventuellement on pourrait envisager de l'utiliser dans du mouvement plus régulier en conditions très froides, ou alors pour quelqu'un tout simplement qui chaufferait moins rapidement. Donc comme chez Patagonia, et bien chez Arc'teryx, il faudra séparer les gammes Cerium ou Thorium qui sont des doudounes en plumes, des gammes Atom qui sont des doudounes synthétiques, des gammes Proton qui sont des doudounes actives. Là où Arc'teryx brouille un peu les pistes, c'est qu'entre les gammes Atom et Proton, et bien en réalité, l'isolant est le même. C'est le revêtement extérieur qui va conférer à la gamme Proton une meilleure respirabilité. Encore une fois, il existe des équivalents de ces vêtements chez toutes les marques. Par exemple, chez Rab, on va trouver la Xener, mais chez eux, c'est un autre produit que je voulais vous montrer. La Vaporize Alpine Light, un produit beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup moins chaud aussi, que Rab sur son site va plutôt ranger dans les softshells, alors que à mon sens, on est bien loin d'un softshell en termes de caractéristiques techniques. On ne va pas avoir la même robustesse qu'un softshell. Par contre, on va être sur un produit d'une souplesse juste dinguissime. C'est ultra respirant. Je l'ai testé le week-end dernier dans les Pyrénées, sur une arête, il y avait du vent, il y avait de la neige. Ouais, le pied quoi, tout ce que t'aimes. On se pelait un peu les miches, et en fait j'avais juste ça avec mon Icebreaker 260 dessous, mais en fait l'effet coupe-vent était suffisant, j'avais juste assez frais pour ne pas transpirer, mais j'étais quand même suffisamment protégé pour pouvoir avancer. Évidemment qu'en statique je me serais caillé très rapidement, hein, c'est pas le propos, mais en mouvement j'ai trouvé ça génial. Alors évidemment par rapport à mon softshell habituel, j'ai bien senti que dans des conditions plus chaudes, j'aurais saturé beaucoup plus rapidement, mais du coup dans des conditions plus fraîches ou en altitude etc, et ben je trouve que c'est super. Donc le tout est toujours de trouver l'épaisseur qui convient à votre régulation thermique ainsi qu'à votre usage. La gamme Vaporize, elle existe aussi dans une version Cinder, particulièrement adaptée aux gens qui font du vélo en hiver. Donc que ce soit en cyclotourisme ou ne serait-ce que pour les gens qui vont au boulot à vélo, donc avec une coupe plus longue à l'arrière. Et elle existe aussi dans une version Summit qui va être plus épaisse que la version Alpine Light, donc plus chaude, plus protectrice, forcément moins respirante, hein. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez compris qu'à l'origine, ces vêtements sont pensés pour une utilisation hivernale, mais qu'ils sont aujourd'hui déclinés dans des versions moins chaudes, permettant de les utiliser dans des conditions moins froides, par exemple en 3 saisons, comme on utiliserait une polaire. Avec comme avantage par rapport à une polaire d'avoir à la fois quelque chose d'un meilleur ratio respirabilité-isolation, mais tout en ayant quelque chose de davantage coupe-vent. À chaleur équivalente d'une polaire, ce sera aussi plus compact et plus léger. Personnellement, ce que je regrette dans cette catégorie, c'est qu'on ne trouve pas plus de versions demi-zip. La Nano Air par exemple existait il y a quelques années dans une version semi-zippée et moins chaude, ce qui permettait de l'utiliser vraiment dans une notion de deuxième couche ou de sous-couche. Petite chose à savoir, parmi les isolations actives, vous allez avoir certaines marques comme Arc'teryx ou Patagonia qui vont élaborer leur propre isolant respirant et d'autres comme Millet ou Norona par exemple qui vont acheter le matériau à une entreprise spécialisée, par exemple à Polartec avec son fameux Polartec Alpha que vous avez peut-être déjà trouvé sur certains vêtements. Chez Rab par exemple, la gamme Vaporize est conçue en partenariat avec Pertex et est une exclusivité Rab. Du coup, si vous trouvez un vêtement en Polartec Alpha ou encore en Primaloft Active, eh bien sachez qu'il s'agit d'une isolation active, donc le même type de vêtement dont je viens de vous parler. Et tout ça, ça va me permettre de vous parler de la 5e catégorie de deuxième couche. Ouais, on tient le bon bout là, on en voit la fin, c'est bien. C'est-à-dire les hybrides. Donc le principe de l'hybridation, c'est tout simplement, en fait, de réaliser ce qu'on appelle un mapping, et donc d'utiliser des matériaux différents à certaines zones spécifiques du corps. Par exemple, là, on est sur le modèle Coolidge de chez Millet, qui va utiliser du Polartec Alpha sur le plastron, donc Polartec Alpha isolation active, et du XCS, c'est-à-dire le matériau softshell élaboré par Millet, sur toutes les autres parties du corps, et notamment le dos, pour offrir une meilleure respirabilité, par exemple aux zones qui sont en contact avec le sac et qui auraient tendance à chauffer rapidement. Oh le bordel! Partant de ce principe-là, et maintenant que vous avez bien compris toutes les différences de deuxième couche, eh bien en fait un hybride, vous pouvez le réaliser un peu comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre de la polaire par-ci, du softshell par-là, de l'isolation active par-là, ou même de la mérinos à cet endroit-là. Par exemple, toujours chez Millet, vous avez la Trilogy Hybride Alpha ou la Rutor Alpha qui sont des vestes mélangeant isolation active en Polartec Alpha et non pas du softshell mais de la polaire au niveau du dos
au niveau des panneaux latéraux pour bénéficier de plus de souplesse et plus d'élasticité, et aussi au niveau de la capuche, toujours pour bénéficier de plus d'élasticité. Chez Patagonia, la Nano Air Light Pullover, c'est-à-dire demi-zip dont je vous parlais tout à l'heure, a été remplacée par la Nano Air Light Hybride, qui va elle aussi mélanger de l'isolation active sur le plastron et de la polaire sur les côtés ou dans le dos. Et je pourrais citer aussi un autre exemple avec la Laris de chez Vaude. Mais tous les hybrides, ils font forcément... comment je peux dire ça Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors des Laris chez Vaude, il y en a plein, donc méfiez-vous. Mais là, on est vraiment sur une version hybride, avec du softshell dans le dos et au niveau des bras pour être plus robuste à l'abrasion. Et non pas de l'isolation active, mais de la doudoune synthétique, donc plus coupe-vent, plus protectrice. Donc ça, ils l'ont réellement pensé pour de l'escalade en hiver, et d'autant plus qu'on est sur une version demi-zip pour ne pas gêner le baudrier. En vrai, eux, ils l'avaient pensé pour du ski de rando. C'est son idée de l'utiliser en escalade. À titre très personnel, il y a des hybridations que je trouve complètement absurdes, ou en tout cas qui moi ne me conviennent pas. Par exemple en utilisant de la doudoune synthétique ou active sur le devant mais un softshell en nylon à l'arrière, eh bien on aura une grosse différence de température entre le plastron et le dos. J'aurais préféré par exemple que ce modèle, que je trouve par ailleurs super, propose davantage un matériau softshell en polyester de manière à ne pas avoir de sensation de frais. Mais encore une fois, maintenant que vous maîtrisez parfaitement ces matériaux, eh bien il est beaucoup plus facile pour vous de comprendre comment un hybride va se comporter en analysant quel matériau est utilisé sur quelle partie du corps. Et maintenant, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, puisque vous avez été sage, je vais vous parler d'une 6e stratégie concernant la deuxième couche, c'est-à-dire... Mais t'as pas de deuxième couche là? Et ouais. Ça, c'est la stratégie mule, marche ultra légère. Ah, par à poil quoi. La logique mule, c'est de se dire que en mouvement, on chauffe rapidement, et que de toute façon, on a le hardshell, la veste de pluie, dans le fond du sac. Et que de fait, si on a froid, on peut tout à fait marcher avec sa veste de pluie, d'autant plus que si on est en été, on va se dire que finalement, ça ne va pas arriver si souvent. Tout au plus, on aura froid le matin en partant, et au pire, si besoin, on peut toujours rajouter la doudoune par-dessus, juste le temps de se réchauffer, et puis une fois qu'on a un peu chauffé, on l'enlève et on continue à marcher comme ça. Deux points importants toutefois. La première, c'est que marcher mule, ça ne veut pas dire marcher inconscient. Il s'agit de marcher ultra léger par rapport à un environnement donné. Et que donc, en toute logique, cette logique-là, l'absence de deuxième couche, tient davantage en été. Partir en hivernal en montagne dans ces conditions pourrait être très dangereux. L'autre chose, c'est que cette stratégie va bien souvent vous amener à changer votre première couche. Dans cette logique, on préfère apprendre une première couche à manches longues, pas spécialement chaude, hein, mais quand même à manches longues, déjà parce que cela permet une régulation selon si on retrousse ou pas les manches. Du coup, s'il fait frais aux abords d'un col, on aura moins froid avec des manches longues qu'avec des manches courtes. Et puis aussi pour se prémunir du contact froid contre la veste de pluie. Et très souvent, là j'en avais pas à vous montrer, mais on va même prendre une première couche avec déjà une capuche, ce qui permet là aussi une augmentation de la protection, à la fois contre le froid, mais aussi contre le soleil. Et lorsqu'on marche en mule, eh bien on essaye d'économiser aussi le poids de la crème solaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, ça a été complexe. Non, ça allait. Mais en même temps, le choix de la deuxième couche, encore une fois, c'est la couche la plus complexe. Il y a énormément de choses à maîtriser. Et donc, du coup, je ne pouvais pas faire une vidéo simpliste sur le sujet. Ça aurait voulu dire éluder beaucoup de paramètres et donc beaucoup de données qui pouvaient avoir leur importance pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour choisir la deuxième couche qui vous convient. Et de toute façon, quelle que soit la deuxième couche que vous aurez choisie, rappelez-vous bien ça, il est fondamental d'enlever sa deuxième couche suffisamment tôt pour ne jamais la mouiller. Si vous transpirez dans votre deuxième couche, ce n'est pas normal. Il faut l'avoir enlevée avant de transpirer dedans. Je vois trop souvent en montagne des gens qui ont peur de se retrouver en t-shirt, surtout en hiver, alors que c'est tout à fait normal de se retrouver en t-shirt à manches longues à marcher en hiver. Hein. Et d'où, ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, la pertinence d'avoir une deuxième couche pas trop chaude pour éviter d'avoir trop chaud avec la deuxième couche, mais pas assez avec la première. Rappelez-vous ça, ne jamais transpirer dans sa deuxième couche. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications aussi pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous savez que si vous êtes largué dans le choix de votre deuxième couche,
comme dans le choix de tout le reste de votre matériel, eh bien, vous pouvez me contacter directement pour prendre rendez-vous pour une visio, pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Ça se passe sur mon site www.monsieurmatos.com. Ce sont des petites visios qui peuvent durer soit 20 minutes, soit plus longtemps si vous avez besoin de plus de temps. En tout cas, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour accompagner chacun d'entre vous dans le choix de votre matériel. L'hiver est là, donc faites bien attention à vous, partez correctement équipés, s'il vous plaît, faites gaffe à vous. La prochaine vidéo, ce sera... J'en ai pas la moindre idée. Et elle sortira probablement dans... Je sais pas non plus. D'où l'importance d'activer les notifications. D'ici là, je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course.